computer. Ça, c'est bon. Il nous le marque qu'on est live on Facebook. Je veux juste attendre que ma petite... que je me voie la face, finalement. Je vais juste aller réouvrir ici pour voir les commentaires en même temps. Oui. Voilà! Donc, bonjour tout le monde, bienvenue en cette... on est mercredi ensoleillé, autant de Québec que Montréal. Est-ce qu'il fait beau chez vous, Stéphanie? Pas tant, non, c'est nuageux en fait. Bon, écoute, je t'envoie plein de soleil. Ouais. Il fait chaud, mais c'est pas ensoleillé. Okay. Eh bien, bienvenue, super contente de te recevoir, Stéphanie. Stéphanie de chez Bulles et Pirouettes. Oui. Écoute, j'aimerais prendre quelques instants pour que tu puisses te présenter et nous dire un peu c'est quoi Bulles et Pirouettes et toi aussi, ton parcours. Oui, super. Bon, parfait. Donc, je m'appelle Stéphanie Houle. Je suis maman de 2 enfants. Ma grande Léane, elle a 8 ans. Pas encore et demi, là. Je suis dans le déni encore. On dirait que j'aime pas ça quand ils vieillissent trop. Mon garçon, lui, va avoir 5 ans cet été-là. Donc là, on est vraiment dans du 4 ans et demi. Je suis propriétaire et fondatrice de Bulles et Pirouettes. Bulles et Pirouettes qui, au départ, est une entreprise qui avait pignon sur rue à Varennes. On a encore pignon sur rue, sauf que depuis mars passé, avec le COVID, on a fait vraiment un virage en ligne. Donc maintenant, on dessert l'ensemble du Canada. Même, on a des clients en France, en Suisse. Ça s'en vient, ça me dépasse. Mais c'est ça, donc on existe depuis 2016. Puis nous, on offre des services aux parents, tout ce qui est trait à la périnatalité, la petite enfance, via des conférences en ligne, un peu comme toi tu fais, Laetitia, et aussi notre spécialité qui est les cours d'éveil parents-enfants. Donc, ça, c'est vraiment notre majeur, là, finalement, là, nos cours d'éveil, où est-ce qu'on fait des activités, surtout avec les petits bébés. Donc, c'est vraiment là, notre tranche 0-18 mois, là, c'est notre gros fun. Ah, wow! Puis dis-moi, ton bagage, ça ressemble à quoi? Oui, moi, je suis diplômée en travail social, en éducation spécialisée. Ça fait plus que 13 ans que j'interviens auprès des familles. Donc, j'ai un parcours au niveau de la protection de la jeunesse, les foyers groupes, les écoles. Puis ça fait dans le fond depuis 2016 que j'ai Bulles et Pirouettes. Donc, je fais du privé vraiment dans l'accompagnement des familles 0-5 ans. Je me spécialise vraiment au niveau de l'intervention 0-5 ans, mais aussi beaucoup au niveau du sommeil chez les bébés et les enfants. Donc, c'est sûr que c'est un besoin qui est majeur au niveau de la périnatalité de la petite enfance. Donc, c'est sûr qu'on a creusé un peu plus notre spécialité là-dedans. Donc, voilà, je me spécialise aussi avec le burn-out parental parce que, tu sais, d'avoir à travailler auprès des parents, c'est sûr que d'emblée, ce sont les mamans qui vont consulter, qui venaient aussi chez Bulles et Pirouettes. C'était comme 98 de mamans versus 2 de papas qui venaient. Donc, avec ma pratique, je me suis spécialisée avec les mamans burn-out parental, dépression postpartum, puis tout ce qui est l'accompagnement, les difficultés d'adaptation dans notre rôle de parent aussi également. OK. Bien, justement, c'est ce qu'on veut parler de ça aujourd'hui, hein, le burn-out parental, puis les impacts que ça a chez nos petits cocos. Juste avant, je veux peut-être juste me présenter pour ta communauté à toi. Donc, ceux qui me bien, vous me connaissez, mais pour la communauté de chez Bulles et Pirouettes, donc Laetitia Adam. J'ai 2 enfants, moi aussi. Donc, un garçon 13 ans, bientôt 14, et ma poulette qui a 11 ans. Donc, moi, je rentre dans l'adolescence, malgré que j'ai 2 beaux adolescents, ça va bien malgré les situations qu'on vit présentement. Ben, à la base, moi, j'étais une éducatrice à l'enfance, donc j'ai été pendant près de 20 ans éducatrice à l'enfance. Je suis allée me former pour devenir coach familial, vraiment spécialisée le 0-12 ans. L'ado, finalement, je laisse ça à mes autres collègues. Non, je vais prendre les miens, là. Je vais les laisser. C'est vraiment moi ma niche. Je suis 0-12 ans. Donc, je suis coach familial, je suis hypnologue également. Je suis praticienne PNL. Je suis conférencière, autrice, créatrice plutôt d'outils pédagogiques. Puis, je suis enseignante également. J'ai un cours en éducation à l'enfance et ses besoins particuliers. Donc, voilà, j'ai plein de petites cordes à mon arc qui fait que je me spécialise auprès des enfants entre 0 et 12 ans. Puis ça fait une vingtaine d'années là, que je travaille avec les enfants et leurs familles. Donc, moi, j'ai Lily Rescousse, donc lrcoachingfamilial.ca pour ceux qui veulent la visiter, le site web, puis un blog. Il y a plein de choses aussi super intéressantes, dont des formations en ligne. Tout comme toi, Stéphanie, tu as des formations aussi en ligne hein, pour nos parents. J'en ai beaucoup.
oui, hein? Donc, voilà, ça fait un peu le tour. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On veut parler du burn-out parental. Peut-être nous expliquer un peu, c'est quoi le burn-out parental? Oui. En fait, le burn-out parental, c'est un terme qui commence à être connu, hein. On connaît beaucoup le burn-out professionnel, mais il faut savoir que dans le fond, on peut faire un burn-out dans plusieurs sphères de notre vie. Donc, burn-out amoureux, burn-out parental, burn-out professionnel. Tu sais, c'est vraiment, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Puis, quand on parle de burn-out parental, dans le fond, c'est qu'on va vivre des difficultés qui sont vraiment reliées à la sphère parentale, donc la sphère familiale exclusivement, parce qu'on n'est pas dans plusieurs sphères, on n'est pas dans un impact où est-ce qu'on va avoir des difficultés au niveau professionnel, amoureux, parental. Donc là, on serait plus dans un discours de dépression, là. Donc, on est vraiment exclusivement dans la sphère parentale. Puis ce n'est pas un diagnostic qui appartient au DSM parce que, dans le fond, il n'y a pas encore assez de particularités, puis il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites encore non plus. Mais au même titre que le burn-out professionnel non plus ne fait pas partie du DSM parce que c'est vraiment très spécifique, puis c'est comme plus des difficultés d'adaptation, si on veut. Puis Donc, juste pour spécifier aux gens, le DSM, ça veut dire c'est des diagnostics de santé mentale. C'est un gros recueil qui englobe là, tous les diagnostics de santé mentale possibles. Où est-ce qu'on va retrouver l'anxiété, la dépression? Ça, ce sont des termes qui sont dans le DSM. Mais au niveau du burn-out parental, on est vraiment plus dans une niche. Ça appartient à la famille du stress. OK. Donc, on est vraiment ça ressemble beaucoup à de l'anxiété, un stress élevé. Ça ressemble un peu aussi à de la dépression. Mais en fait, ça se caractérise par 3 symptômes principaux, le burn-out parental. Dans ces 3 symptômes-là, le premier, en fait, c'est une fatigue importante. Là, par fatigue importante, là, ça devient tellement difficile pour les parents d'être capables de s'y retrouver parce que, entre autres, je pense à tous les parents qui vivent avec des tout petits bébés qui se réveillent encore la nuit, qui ne dorment pas, que c'est tellement difficile. La fatigue, c'est difficile de démystifier. Bon, est-ce que ça appartient au burn-out parental ou ça appartient au fait que j'ai un tout petit bébé puis que je ne dors pas puis que je ne vais pas bien? Ça fait quand même partie des symptômes principaux. Puis quand on parle de fatigue, on parle de fatigue physique. Donc, on se lève le matin là, fatigué, épuisé déjà. On a l'impression que traverser la journée, ça va être une montagne. Une fatigue psychologique aussi, là, au niveau de notre capacité d'adaptation qui est difficile. C'est difficile. C'est ça, c'est ça. C'est comme. De dire, OK, il faut que je fasse à dîner là, ou à déjeuner. Ah oui. Oui, c'est lourd, ça devient difficile. Notre gestion des émotions aussi, hein, tu sais, notre enfant fait une petite niaiserie. On avait l'habitude de comme, hey, c'est pas si grave que ça, tu sais, on le sait, c'est un enfant. Mais là, c'est comme, hey, c'est la fin du monde, je pogne les nerfs, je suis fatiguée, je crie. Puis une fatigue aussi intellectuelle au niveau de la mémoire. Tu sais, on arrive à l'épicerie, on s'en allait chercher 3 items, on s'en souvient juste d'un. C'est parce que c'est pas évident, là. Je devrais être capable de me souvenir de 3 choses à venir chercher à l'épicerie. C'est assez confrontant comme fatigue parce que c'est vraiment une fatigue qui ne se règle pas avec 2, 3 nuits de sommeil. Ce n'est pas le genre de fatigue qu'on dit à notre mère: écoute, là, je sais qu'on est en plein COVID, tu peux-tu t'occuper de mes enfants 2, 3 nuits, je vais bien aller après. C'est une fatigue qui est beaucoup plus importante que ça. Fait que ça, c'est le premier symptôme, en fait, qui va venir caractériser le burn-out parental. Le deuxième, c'est un désengagement affectif qu'on a envers nos enfants. C'est un peu le parent qui avait l'habitude, par exemple, de s'installer à 4 pattes puis de jouer aux voitures avec son enfant. Là, c'est comme, là, j'ai pas envie de jouer aux voitures avec toi, ça me tente pas, j'ai pas le goût. Je m'intéresse pas non plus à ce qui s'est passé à l'école. Je m'intéresse pas à ce qui s'est passé à la garderie. Je veux pas savoir comment tu vas. Surtout, dis-moi pas que tu es en colère, dis-moi pas que tu as de la peine. Je suis pas capable de te gérer parce que je suis même pas capable de me gérer, en fait. Fait que ça, c'est le deuxième symptôme du burn-out parental. Puis le troisième, en fait, c'est un manque d'accomplissement dans son rôle parental. C'est comme c'est souvent ça, en fait, l'élément déclencheur que les parents, ils viennent me voir et qu'ils me disent: Stéphanie, j'ai vraiment j'ai de la misère, je me reconnais plus parce que j'aimais ça être une mère, j'aimais ça être un père, parce qu'il faut savoir que ça touche autant les deux, les pères que les mères. C'est sûr que les mères vont davantage consulter, contrairement aux pères, mais souvent les mères, quand elles viennent me voir, ou les pères, c'est comme:
je me reconnais plus. J'aimais ça être un parent. Là, quand j'arrive pour voir mes enfants, je suis comme, ça me tente pas, je suis pas bien, j'aime pas ça, je me reconnais plus, je prends pas de plaisir à être un parent. J'aime mieux rester au travail plus longtemps. J'aime mieux aller voir des amis faire des 5 à 7. Je trouve ça lourd, tu sais. Fait que ces 3 symptômes-là, en fait, se retrouvent c'est ceux-là qui caractérisent le burn-out parental. Puis il faut aussi savoir que, tu sais, pour dire, parce que là, ça peut devenir difficile, puis des fois un peu stressant pour les parents qui m'entendent de dire comme, ben, rien, mais moi, c'est parce que moi, je suis fatiguée, puis moi, je joue pas non plus à 4 pattes avec mes enfants en voiture, puis moi, j'ai jamais eu l'habitude de demander à mes enfants comment ça a été leur journée à la garderie. Je me dis qu'ils vont me le dire s'il y a un problème. Faut pas s'inquiéter. En fait, il faut qu'on voit une différence entre le parent d'avant et le parent qu'on est aujourd'hui. Fait que c'est ça qui vient comme valider si on est en burn-out parental ou pas. En fait, c'est de se dire, ben, avant, je jouais aux voitures avec mon enfant, puis j'aimais ça. Puis là, quand il me le demande, je dis toujours non. C'est là où ça devrait nous sonner des petites cloches. C'est Mais pas c'est parce qu'il y a juste une journée ou 2 qu'on file comme ça qu'on est non. parental non plus, là. Effectivement. C'est un processus là, qui vient s'aggraver avec le temps, qui prend de l'ampleur, qui devient avec de plus en plus de difficultés. Puis, tu sais, plus qu'on reste là-dedans, puis qu'on ferme un peu nos œillères de parents en se disant, c'est pas si grave, c'est pas, Ouais. pas tu sais, que là, on vient alimenter ce burn-out-là parce que là, on a l'impression que la vie est contre nous autres. Puis c'est quand même délicat, hein, parce que le burn-out parental, c'est un peu comme si on en voulait à nos enfants. Mais nos enfants, ce sont les personnes qu'on aime le plus au monde, tu sais? Ouais. Ce sont les personnes pour qui on fait des sacrifices énormes. Ça vient aussi beaucoup avec l'impression qu'on manque de reconnaissance, qu'on a l'impression qu'on s'investit beaucoup. Tu sais, je dirais que les personnes qui sont le plus à risque de faire, le burn-out parental, ce sont les personnes qui ont une tendance au surinvestissement. Donc, les parents qui, depuis toujours, ont été des gens qui se surinvestissent au niveau de leurs amitiés, au niveau de, tu sais, faire le ménage dans la maison, au niveau de la scolarité, tu sais, qu'à l'école, ils étaient ultra performants, qu'au niveau de leur profession, ce sont des gens qui sont hyper qualifiés au travail, qui sont très reconnus de leurs collègues. C'est vraiment des gens qui se surinvestissent dans tout leur rôle, puis à un moment donné, au niveau parental, ça vient trop. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi, oui, cet aspect-là, tu sais, au niveau du parent. Puis, ils vont le voir aussi chez leur enfant parce que nécessairement, ça a des grands impacts chez eux au niveau des comportements. Donc, il Oui. peut y avoir beaucoup plus de désorganisation, plus Mhm. de gestion de crise, plus d'opposition. Puis, on peut commencer aussi même à avoir des discours interne très puissant dans le sens où ce que mon parent est déçu de moi, mon parent il m'aime plus. Pourquoi je me forcerais de toute façon, je fais jamais rien de bien. Des fois, ils vont s'approprier aussi le rôle du méchant parce que Ouais. c'est des discours toujours négatifs qu'ils entendent. Puis, ce que j'ai remarqué aussi pour suivre quelques familles, qui ont certaines difficultés, bien, on va le voir au niveau des comportements des enfants, mais on va voir aussi qu'au niveau des neurones miroirs, Mhm. l'émotion du parent, la surcharge émotionnelle du parent, bien, l'enfant la reçoit. Puis si j'en dis 0, 9, là, ben, ma petite éponge là, devient tellement grosse, puis je ne suis pas capable de savoir quoi faire avec tout ça. Parce Oui. qu'en plus de mes propres émotions, j'ai celles de mon parent, puis j'étouffe, j'explose. Effectivement. Puis dans le discours du parent, c'est difficile de faire la part des choses puis de dire à son enfant, ça t'appartient pas, c'est moi qui va pas bien. Parce que nos difficultés puis nos émotions viennent du comportement de nos enfants, de notre relation qu'on a avec eux. Fait que c'est sûr qu'on cherche à s'en éloigner parce que ce sont eux qui viennent brimer notre réalité, notre santé mentale, notre santé physique. Ça vient avoir des impacts importants, tu sais, parce que dans les conséquences du burn-out, là, on peut avoir des problématiques au niveau physique, de la négligence, des problèmes d'alcool, des problèmes de jeu, de la violence, de la négligence grave. Donc, c'est sûr que quand on s'en va loin là-dedans et qu'on ne le reconnaît pas, on fait porter le fardeau un peu à nos enfants parce que ce sont eux qui viennent générer chez nous ce mal-être-là. Même si c'est contradictoire, c'est excessivement difficile pour ce parent-là de dire écoute, ça ne t'appartient pas, c'est moi qui ne va pas bien. Donc, effectivement, ça vient nourrir le discours de je suis tout mauvais, je ne vais pas bien, je suis pas bon. Puis,
tu as tout à fait raison là, quand tu avances ça parce que c'est compliqué pour ces enfants-là de comprendre que ça ne leur appartient pas, tu sais, Ben oui, finalement. ils sont tellement pas rendus là de toute façon. 0,6 au niveau de la gestion des émotions, c'est pas là du tout, c'est pas développé. Non, Puis ils ne effectivement. comprennent pas. Puis pour travailler avec plusieurs de ces enfants-là, tu sais, souvent, ce que je vais dire aux parents, même les stratégies que je vais leur proposer, le parent est déjà submergé, surchargé. Souvent, à la base, ce que je vais dire, c'est OK, là, vous allez prendre du temps pour vous. On va mettre au minimum ce que vous devez faire, mais il faut quand même que le parent puisse mettre un certain minimum. Puis, là, on s'entend, c'est ça. Hein, la période de COVID, là, le parent ne peut pas avoir accès à de l'aide extérieure. Mhm. Les grands-parents, les gardiens, gardiennes ne peuvent pas venir à la maison. Fait que c'est sûr que ça augmente ce burn-out-là parental. Vraiment. Souvent, tu sais, c'est quand l'un l'est, ben, des fois, l'autre s'en vient pas pire aussi dans cette Oui. situation-là. Fait que dire, OK, essayez de prendre un break, vous partez une semaine, allez à l'hôtel, puis revenez, faites un échange comme ça. Mais tu sais, comme tu dis, souvent, une semaine, c'est pas assez. Non, c'est ça. On Puis peut- tu as raison, parce qu'en plus, ça devient compliqué parce qu'on va observer ces difficultés-là que dans la sphère familiale. Fait qu'avec le COVID, où est-ce qu'on est complètement exclu d'un réseau social, qu'on fait du télétravail et qu'on est constamment à la maison avec nos enfants, ça veut dire qu'on est constamment confronté à ce qui nous rend malheureux. qui nous Fait irrite, ouais. puis quand on n'est pas en contexte de COVID, en fait, c'est très difficile à cerner le burn-out parental parce que, par exemple, que je côtoierais un collègue de travail qui est en burn-out parental, dans le cadre de mon travail, ça va être une personne qui va s'accomplir énormément. Ça va être une personne qui va se sentir très performant parce qu'on se souvient, cette personne-là, elle a une tendance au surinvestissement. Donc, c'est un super bon collègue. C'est toujours la personne qui est disponible pour faire un 5 à 7 quand on a besoin. Et elle, cette personne-là, elle fait des heures supplémentaires parce qu'elle se sent bien au travail. Elle n'a pas envie de retourner à la maison. Donc, à part que quand on va chez ces personnes-là puis qu'on constate la réalité familiale, c'est très difficile pour les gens à l'extérieur de l'observer puis d'être capable de mettre le doigt sur le bobo, de comme hey, tu vas pas bien, c'est donc bien difficile, c'est pas évident. Donc, le COVID là, vient vraiment alourdir cette situation-là au niveau du burn-out parental parce que ça fait en sorte que les gens, non seulement ils n'ont pas de pause, mais en plus, ils travaillent de la maison. Puis là, hein, on le sent, l'épée de Damoclès qu'on a en ce moment au-dessus de nous, là, les écoles vont fermer, les garderies, on ne sait pas trop. Si on fait tester nos enfants, les nouvelles recommandations de la santé publique, c'est comme c'est l'isolement pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait, variant, pas variant. Ouais. Ça vient vraiment compliquer la situation de beaucoup de parents. Ça devient très difficile pour ces parents-là d'être capables de s'en sortir à ce moment-là. Puis, si tu avais à leur donner un ou deux outils, là, on peut commencer par où? On peut penser à quoi? Ben, en fait, la clé, là, c'est vraiment le lâcher prise. Ça revient tellement à ça parce que lâcher prise, d'être capable de reconnaître que oui, chaque combat mérite d'être mené de front, mais pas tout en même temps. Un à la fois. D'être capable de prioriser, de lâcher prise sur certaines choses, de se dire, OK, ça, là, sais-tu, c'est pas si important. C'est pas grave que j'ai pas plié mon linge, mettons, ou que j'ai pas. Tu sais, c'est tout le temps, ça revient souvent au ménage, puis au lavage, puis à tout ça, mais d'être capable de lâcher prise sur certains aspects de notre quotidien qui vont nous permettre de mettre plus d'énergie où est-ce qu'on peut se concentrer sur des solutions, se concentrer sur la relation aussi qu'on a avec nos enfants. Parce que même si c'est ça qui nous apporte du malheur quand on est en burn-out parental, parce que c'est lourd, là, ce que je dis, là, que ça nous apporte du malheur, mais ça reste que c'est tellement difficile comme nous, puis qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable d'aller chercher une reconnaissance qu'on aurait besoin. Bien, c'est aussi d'aller créer cette dynamique-là positive, de se prendre des temps pour jouer avec nos enfants, prendre le temps d'être avec eux, d'être 100% là. Hein? Peut-être de délaisser un peu les écrans, délaisser nos téléphones, délaisser nos courriels, nos messages textes pour être capable d'être à 100% avec eux, de se concentrer sur eux, de nourrir la relation, puis que ça finisse par faire un effet boule de neige dans le côté positif. Donc, ça aussi, ça serait vraiment un outil, un élément clé à faire, en fait, en termes de burn-out parental. Puis, je lance ça, mais tu sais, burn-out parental, pas burn-out parental, c'est tellement quelque chose qu'on doit investir en ce moment avec nos enfants parce qu'on vit quand même dans une période de nos vies où est-ce que le stress et la santé mentale, c'est criant, là, les besoins, là.
ça monte en flèche. Tu sais, tu parles de lâcher prise sur certaines choses, nourrir la relation. Ce que je recommande souvent à mes parents, je leur dis, tu sais, au lieu de vouloir tout faire, tout gérer, là, invitez-les donc, impliquez-les. Puis je dis en plus, ça vous fait des beaux moments avec eux. Tu sais, remplir un lave-vaisselle, mettre une table, c'est tellement facile. Puis à 2 ans et demi, 2 ans, ils sont capables de le faire. Ils ne le feront pas à la perfection. Non. C'est pas grave. Passez le balai. Si en CPE puis en garderie, il y a une responsabilité qui est priorisée, là, c'est le balai. Tout le monde s'arrache ça à partir de 3 ans, ils veulent tous le faire. Mais mettez-le dans la maison, puis mettez l'autre enfant inspecteur du balai s'il reste des graines. La vaisselle, c'est la même chose, mais au moins, ça va vous procurer des instants de respirer au lieu d'être justement en surintervention avec vos cocos. Non, fais pas ça, puis non, arrête de toucher à ça. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Alors là, ils ont les 2 mains impliquées, ils ont les 2 mains occupées. Ils ne pensent pas à venir nous déranger parce qu'ils sont déjà avec nous. Puis là, le fameux dicton, là, occupez-les pour pas qu'ils nous occupent, là. Ben oui! C'est vraiment ça. On peut le mettre partout, 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 dans toutes les sphères de notre quotidien. On peut apprendre aux plus grands à laver le plus petit pendant qu'on est là, puis on fait la chaîne dans le bain, on se lave un à la suite de l'autre. Je faisais ça, moi. Hein? Ma grande fille lavait les pieds de mon garçon pendant que moi, je lavais le reste. Là. Elle s'occupait de laver les pieds, puis elle se sentait super responsable. Elle avait l'impression d'avoir une tâche hyper importante. Puis j'avais dit, c'est bien important parce que des pieds de bébé, Léane, ça pue beaucoup si on ne les lave pas bien. Tu sais. Puis on sait bien que là, des pieds de bébé, ça ne pue pas, mais elle y croyait dur comme fer. Puis je disais que les pieds de son frère sentaient bon à cause d'elle. Elle était contente. C'est drôle que tu parles du ménage puis du partage des tâches parce que je regardais mes publications aujourd'hui, puis je regardais mes anciennes publications sur la page de Bulle et Pirouette pour m'inspirer pour des nouvelles dans les prochains mois. Puis je suis tombée justement sur une publication où est-ce que je dis aux gens, hey, je vous suggère une activité aujourd'hui, faites du ménage avec vos enfants, impliquez-les, donnez-leur des responsabilités, soyez constants, soyez cohérents. C'est le temps de déléguer, tu sais. Tu sais, les gens peuvent même aller voir, j'ai une formation sur ça, la responsabilisation, mon enfant est autonome. Puis, tu sais, à partir de 2 ans, là, puis 18 mois, on leur met un petit linge entre les mains avec un petit push-push avec de l'eau. Ils aiment ça. Puis ils aiment ça. Puis vous allez voir, ça les occupe. Puis ça nous donne un petit lousse aussi, ça nous permet de respirer. Puis en même temps, il y a des super belles. Moi, je leur offre toujours de faire des pressions profondes, des mini-massages. Mais si on leur fait, puis après, on leur demande de nous le faire, ça fait autant de bien. Donc, d'un côté comme de l'autre, on vient se nourrir, puis on vient s'apaiser surtout. Donc, ça va avoir un effet boule de neige que j'appelle. Autant l'enfant que nous, on va être apaisés. Puis, tu sais, si c'est l'enfer pour le dodo, bien, quitte à on va faire du cododo pendant une certaine période. Oui. On va prioriser notre santé mentale, puis on s'occupera de après. Vous ne scraperez rien, vous ne scraperez pas votre enfant. Là, il faut répondre à un besoin vital qui est d'aller nourrir le petit réservoir affectif. Donc, si vous vous sentez bien physiquement, mentalement, émotionnellement, votre enfant aussi. Rappelez-vous les neurones miroirs de tantôt qui dégagent nos mauvaises énergies, bien, ça vaut aussi pour nos bonnes énergies, nos bonnes émotions. Tout à fait. Oui. Donc, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis, tu vois, ce que je vais entendre, c'est ça, c'est que le parent va dire, oui, mais là, je vais le scraper. Là, après ça, il va falloir que j'enlève cette mauvaise habitude. Non, c'est ça. Parce que dans la balance de décision, à savoir qu'est-ce qui, là, pèse plus dans la balance, ma santé mentale, les mauvaises habitudes. Moi, j'ai ça parler de mauvaises habitudes parce que je considère qu'il n'y en a pas des mauvaises habitudes avec nos enfants. Qu'est-ce qui est mieux là, que j'accepte le cododo, que j'accepte de lâcher prise sur telle affaire, puis que finalement, ma santé mentale se porte mieux? Bien, dans ma balance décisionnelle, bien, c'est beaucoup plus efficace de lâcher prise sur certaines affaires, puis de reporter à plus tard certains combats, parce que je l'ai dit tantôt, hein, on ne peut pas les mener tout en même temps, les combats, mais on va les mener un à la fois. Donc, c'est ça aussi, lâcher prise, c'est d'être capable de se dire, bien là, présentement, là, mon principal combat, c'est ma santé mentale, c'est d'aller mieux. Fait qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, pour aller mieux? Bien, c'est de lâcher prise sur certaines choses, puis c'est d'arrêter de me battre pour telle affaire, pour telle affaire, pour telle affaire. Fait qu'on va tasser ça, on va gérer ça plus tard, puis on va se concentrer sur d'autres choses, sur ce qui est le plus efficace, qui va m'amener du bonheur présentement. Oui.
Ah, tellement. Puis ça, c'est dans toutes les sphères, là. Je pense aussi, parce que ça pop dans ma tête, là, les fameux heures de repas, où est-ce que souvent on a beaucoup, beaucoup de gestion, je trouve, beaucoup de sur-gestion, que les enfants qui doivent rester assis, doivent s'asseoir comme il faut, doivent bien prendre leur fourchette, leur couteau. Peux-tu lâcher prise pendant un temps, même s'ils mangent debout? Ça change quoi? Je veux dire, quand il va Ah, aller chez ses amis, il va s'asseoir parce que tout le monde est assis. eh oui. Personne qui va être en sur-intervention avec lui. Là, on peut juste changer ça. OK, regarde, on va souper dans le salon. Ça va être moins compliqué. Tout le monde assis par terre. Il n'y en a pas de problème. Mhm. Mange debout, mange assis. Tout ce qu'on veut, c'est que tu sois à table avec nous. Mais Oui. tu sais, réponds à ton besoin de bouger. Votre enfant a besoin de bouger, parfait. Restez assis, envoyez-le faire les commissions. Va chercher le ketchup, va chercher le lait. Il est capable. Mais oui. Mais Même tout petits, là, sont capables. on sous-estime souvent nos enfants, leurs capacités. Et Puis c'est drôle parce qu'on les sous-estime souvent dans les responsabilités qu'on leur donne, mais au niveau de leur capacité de gestion des émotions, des fois, on les prend pour des mini-adultes. Fait que des fois, on a vraiment des discours qui sont contradictoires, mais tu sais, c'est correct, là, ça fait partie de nos habitudes, puis on a été élevés comme ça aussi, fait que c'est et difficile de se départir de nos habitudes, de comme, ben voyons, t'es capable, puis tu sais, nous, on le réfléchit de cette façon-là, fait que si d'emblée, tout le monde le réfléchit comme ça, tu sais. Fait que ouais. c'est sûr qu'il y a toutes les structures du cerveau puis le développement à comprendre aussi qui vient interférer beaucoup dans leur capacité à ces enfants-là. Effectivement. Eh bien, nous, de toute façon, on se revoit, hein, on va refaire d'autres lives comme ça, dont un le 11 mai prochain à 1h30. Oui, oui, tout à fait. Justement, là, la semaine, c'est la Journée internationale de la famille, le 15 mai, mais on va faire ça toute la semaine. Je vais vous offrir des lives comme ça sur la chaîne Les Rescousses. Puis un, justement, avec toi, Stéphanie. Oui. Donc, hey, merci beaucoup de ton temps précieux. Je sais que tu es Oui. vraiment super débordée ces temps-ci, fait que je ne veux pas te retarder plus longtemps. Mais Mais merci beaucoup à toi, puis merci à ta communauté. merci à la tienne. Puis n'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez besoin de formation d'un côté comme de l'autre. Peut-être juste donner peut-être le site web pour aller trouver tes Oui, informations. oui, tout se trouve sur bullesetpirouettes.com. Bulle avec un S, pirouette avec un S. Parfait. Puis je vais le mettre aussi dans les commentaires. Puis pour ma Parfait. part, c'est lrcoachingfamilial.ca. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça va se retrouver aussi sur ton groupe. Oui, sur mon groupe Les Mamans Extraordinaires. Parfait. Moi, sur la chaîne YouTube Lily Rescousse, puis sur les autres réseaux, Instagram, LinkedIn, puis Facebook. Donc, bonne fin d'après-midi, puis on se retrouve très bientôt. Merci, Stéphanie. Merci à toi. Merci. Bonne fin de Bye. journée.